Bertrand Saint-Germain, docteur en droit, élu local, conseil en stratégie juridique. Vous publiez cet ouvrage « La République des juges contre la nation et comment en sortir », édité aux éditions du Verbeau, comme d'habitude à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors Bertrand Saint-Germain, vous dénoncez un détournement du pouvoir par les juges avec ce qu'on a pu observer ces derniers mois, mais on peut remonter encore plus loin avec la condamnation de Marine Le Pen à l'inéligibilité ou l'invalidation de la candidature de Călin Georgescu, c'était il y a quelques mois à la présidentielle en Roumanie. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous diront mais les juges et la justice ont fait leur travail ? Alors, ils ont fait leur travail, ils ont sans doute outrepassé leur travail et leur fonction. Le premier point clé à rappeler, c'est que les juges, la justice est un pouvoir subordonné. C'est une fonction que donne le peuple, que donne la nation, pour assurer le bien-être social. Or, dans les deux affaires que vous évoquez, ils ont été bien plus loin. Dans l'affaire de Marine Le Pen, qui entre cette semaine, qui va être jugée de nouveau, comme dans d'ailleurs l'affaire de Nicolas Sarkozy, qu'il y a de particulier qui mérite réflexion, c'est bien cette question de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire qui a été prononcée contre Marine Le Pen, c'est une condamnation à mort politique. Ce n'est plus du droit. Marine Le Pen a fait appel de ce jugement de première instance, elle attend d'être rejugée, mais finalement, avant même une décision définitive, on décide qu'elle ne pourra pas se présenter aux élections. Et d'ailleurs, ce jugement est en contradiction formelle avec ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel lorsqu'il avait été saisi de cette question de l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Le Conseil constitutionnel avait dit, il ne faut pas que ça remette en cause l'ordre démocratique. Eh bien là, on a des juges qui considèrent qu'il est de leur devoir de sanctionner Marine Le Pen et qui plus est, au-delà même de ce qu'elle aurait pu faire ou pas, de l'empêcher de se présenter au suffrage des Français. Ça, le juge est allé plus loin, il est intervenu, ces juges sont intervenus directement dans l'arène politique. Pour Nicolas Sarkozy, la situation était un peu différente parce qu'il est un peu hors du jeu politique, mais très clairement, on a eu des juges qui voulaient se faire un ancien président. Et d'ailleurs, un juge, le président de la juridiction, qui avait publiquement manifesté contre Nicolas Sarkozy. En Roumanie, bien que la situation soit différente, elle reste semblable. Les médias dominants, reproduisant les propos des gouvernants, prétendent qu'il y aurait eu des ingérences, qu'on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs plus d'un an après, et se fondant sur l'existence de ces ingérences supposées, disent on cesse le processus électoral. Voilà, on y met fin, on renvoie l'élection présidentielle à 4 mois plus tard, et lorsque le candidat qui était arrivé en tête en décembre se présente, on décide que non, il n'a pas les qualités nécessaires pour se présenter. Et ça, on le voit dans ces pays-là, c'est un phénomène... C'était le cas aussi en Moldavie, en Allemagne aussi. En Allemagne, voilà, il y a donc un raidissement de la justice, où on voit de plus en plus, finalement, certains juges se comporter peut-être plus comme des garde-chiourmes de la représentation politique d'un certain ordre social que comme des véritables juges attachés à dire le droit. Donc ce pouvoir judiciaire récupéré par les juges au détriment des institutions représentatives, comment cela s'est opéré, en tout cas en France ? Alors, bien sûr, comme dans tout mouvement de ce type, il n'y a pas une date avec un avant-après, on a un mouvement progressif. Des moments symboliques, on les connaît. Pour le Conseil constitutionnel, c'est la double évolution de 1971-1974. Plus largement, c'est l'arrivée aux commandes de la génération de mai 68. Le syndicat de la magistrature est créé en juin 1968, pendant les événements de mai, et puis avec la grande bascule qui résulte de l'arrivée Place Vendôme de Robert Badinter, qui confie purement et simplement au syndicat de la magistrature la gouvernance de l'administration de la justice, qu'il s'agisse des directeurs de l'école de la magistrature, de celle de l'application des peines, de l'organisation des mutations, de la hiérarchie, tout ça est largement aux mains du syndicat de la magistrature, et cette génération est montée, et cette génération contrôle aujourd'hui la justice, elle a construit la réforme du code pénal au milieu des années 90 dans le sens de la défense sociale, c'est-à-dire dans un sens qui prend parti pour le délinquant ou le criminel contre la victime. Et finalement, allons plus loin, c'est l'esprit de ce qu'on a appelé la défense sociale de Baudot. La harangue de Baudot
Voilà. Qui prescrivait aux juges, il leur disait en gros, soyez partiaux. Soyez partiaux. Choisissez le délinquant contre le policier, l'ouvrier contre le patron, l'enfant contre les parents, la femme contre le mari. La lutte des classes. Exactement. On est donc dans une approche marxiste qui a progressivement infusé toute la magistrature française, et on peut dire que si tous ne sont pas morts, tous sont frappés. D'ailleurs, dans l'affaire de l'exécution provisoire de la décision de justice frappant Nicolas Sarkozy, il est intéressant de le remarquer, la juge qui préside la juridiction qui prononce l'exécution provisoire de la sanction de Nicolas Sarkozy, elle n'est pas au syndicat de la magistrature, loin de là. Elle est dans le syndicat réputé modéré, certains considèrent même de droite au regard du syndicat de la magistrature, elle est à l'Union syndicale des magistrats. Et c'est pourtant elle qui prend cette décision. Donc il y a un esprit qui structure la justice, qui est un esprit effectivement marqué par la pensée marxiste ou post-marxiste. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette prise de pouvoir par les juges, notamment au Conseil constitutionnel, puisqu'on a vu pendant l'épisode du Covid l'importance qu'avait eu le Conseil constitutionnel, à l'époque dirigé par Laurent Fabius. Vous citiez tout à l'heure ces dates, 1971-1974. Il y a vraiment un renversement avec ces deux dates-là. Oui. En 1971, c'est techniquement ce qu'on appelle l'extension des normes de référence du contrôle, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel ne va plus seulement juger des textes qui lui sont présentés au regard de la Constitution entendue au sens strict, c'est-à-dire les articles 1 à 92 à l'époque, mais également au regard d'un ensemble de textes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, le préambule de la Constitution de 1946, les fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un ensemble de dispositions qui... Un fourre-tout philosophique. Voilà, comme le relèvera Édouard Balladur en 1993, des dispositions dont les considérations sont plus philosophiques que juridiques. Concrètement, par exemple, il y a le fameux principe d'égalité. En oubliant que dans la déclaration de 89, ce principe d'égalité, il valide une égalité par catégorie, c'est-à-dire dans les cadres formés par la loi. Il n'y a pas une égalité abstraite, il y a une égalité concrète dans des catégories données. Donc ça, c'est les armes théoriques de l'extension du contrôle. La deuxième étape, c'est 1974, lorsque, finalement, on autorise l'opposition à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. C'est la révision de la Constitution opérée par Valéry Giscard d'Estaing. Donc l'opposition peut saisir le Conseil constitutionnel. Et l'opposition ne va pas s'en priver. C'est normal, l'opposition est minoritaire, sinon elle serait la majorité. Partant de là, elle fait de l'obstruction. Elle fait de l'obstruction et elle cherche à obtenir sur le tapis vert, devant le juge, une victoire qu'elle ne peut pas obtenir démocratiquement puisqu'il est minoritaire. Et à partir de là, il y a une extension des saisines du Conseil constitutionnel et celui-ci va développer tout au cours des années 80 et 90, tout un contrôle extensif de la loi allant jusqu'à dire aux législateurs et aux gouvernants comment ils doivent rédiger la loi. C'est ce qu'on appelle la conformité sous réserve. Le Conseil constitutionnel explique que telle disposition votée dans la loi ne sera conforme à la Constitution que si elle est appliquée de telle façon. Voilà, la dérive est intervenue à cette date-là, et puis, disons-le, il y a aussi un très fort manque de courage des hommes politiques, parce que la décision du Conseil constitutionnel, elle peut être cassée, et c'est déjà arrivé. On peut passer outre la décision du Conseil constitutionnel. Il faut le rappeler, c'est arrivé en 1993. Il y avait déjà une réforme du droit d'asile. Elle était dans la loi Pasqua sur l'immigration de juillet 1993, que le Conseil constitutionnel, heureusement dirigé et présidé par Robert Badinter, devait censurer en août 1993, 4 semaines plus tard. Eh bien, Édouard Balladur, alors Premier ministre, ne s'en est pas laissé compter, il n'est pas resté sur cette position. Il a lancé une procédure de révision de la Constitution au mois d'octobre qui a conduit à modifier l'article 53 de la Constitution pour inscrire dans la Constitution précisément les dispositions ou une partie des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel au mois d'août. Et en novembre 1993, la Constitution était révisée, ce qui montre bien que le Conseil constitutionnel n'a qu'un pouvoir d'avant-dernier mot. Il s'efface devant la volonté souveraine du peuple et de ses représentants. Le juge reste un pouvoir subordonné. Il est normal qu'il tranche les litiges qui lui sont donnés, mais il doit être ramené à sa juste place. Alors vous rapportez certains propos de Jean-Yves Le Gallou, excusez-moi, qui dirige la Fondation Pollemia et qui anime également avec Floriane Janin notre émission Immédiat. Il estime que cette prise de pouvoir des juges n'a été possible que grâce à l'appui des médias. Alors quel rôle ont-ils joué ? Ici, on peut voir l'action commune de deux pouvoirs non élus,
qui finalement s'épaulent l'un l'autre pour enlever la souveraineté des mains du seul souverain, c'est-à-dire du peuple et de ses représentants. Les juges font leur travail, exercent la justice au nom du peuple, rappelons-le. Voilà, et là, donc, ces deux pouvoirs non élus, finalement, vont utiliser des techniques juridiques, vont faire référence à des notions très floues, comme la notion d'état de droit, pour étendre leur pouvoir, contrôler la volonté nationale et substituer leur propre volonté idéologique, politique, à la volonté populaire. Et cela, on le voit de plus en plus nettement aujourd'hui, dans nombre de décisions de justice qui sont rendues. Alors vous parlez de l'état de droit et vous parlez même dans votre ouvrage d'une idéologie de l'état de droit. Est-ce que cette expression n'est pas galvaudée aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire l'état de droit? C'est tout le problème et je suis heureux d'avoir quelqu'un comme l'ancien ministre de l'Intérieur qui a dit finalement la même chose. L'état de droit au départ, c'est l'idée selon laquelle l'État agit en respectant le droit. Il n'y a rien de très nouveau là-dessus. C'est la logique de l'habeas corpus, par exemple, qui explique que lorsqu'une personne est mise en détention, c'est un texte qui remonte à 1679 au Royaume-Uni, qui dit simplement que lorsqu'une personne est arrêtée, elle doit être présentée dans les 48 heures devant un juge afin que le maintien en détention soit le fait du juge, et non l'arbitraire de la volonté de celui qui enferme. Cette même logique est consacrée également par la déclaration de 89, mais c'est enfoncer une porte ouverte. Ça fait partie des choses qui ont toujours été considérées comme normales. Pas d'abus de droit. Donc, simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas d'encyclopédie qui nous dirait ce qui relève de l'état de droit et ce qui n'en est pas. L'état de droit, c'est le respect. On décide. En principe, l'état de droit, c'est le respect de la loi telle qu'elle a été votée par la représentation nationale. L'Union soviétique était un état de droit, le Troisième Reich était un état de droit. D'un strict point de vue technique, oui. Mais ici, on a des juges qui s'arrogent la liberté et le pouvoir de considérer que les lois qui sont votées, finalement, ne sont pas bonnes parce qu'elles ne respecteraient pas l'état de droit. On en a eu un exemple avec l'amendement Philippine. Cet amendement qui avait été voté par la représentation nationale pour permettre d'étendre la durée du maintien en rétention d'un étranger sous OQTF. Et comme l'Union européenne nous l'y autorise. Le maintien peut aller jusqu'à une durée de 9 mois pratiquement. On avait donc étendu cette durée et le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure en considérant qu'elle ne respectait pas l'état de droit. Alors même que d'autres États européens le font, le permettent, et que le respect de l'état de droit, dans le cadre des OQTF, c'est la reconduite à la frontière. En fait, ce renversement, on est passé du droit de l'État à l'état de droit. Avant, c'était l'État qui dirigeait, maintenant c'est le droit, enfin, ce qu'on y met, quoi. Oui, on est passé de l'état légal à l'état de droit. Mais cet état de droit est un état de droit mou, gazeux, dont le contenu est déterminé par le juge, et uniquement lui, lorsqu'il rend sa décision. Décision qui sera bien sûr encensée par la caste médiatique. Voilà, et on retrouve ce lien. Alors vous tirez vraiment à boulet rouge sur ce que vous appelez l'arrogance de l'oligarchie des magistrats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne leur corporatisme ? J'en donnerai un exemple très simple, c'est la complaisance des juges. C'est le contentieux disciplinaire. Parfois, on arrive à mettre en cause les juges. Certains juges en font tellement qu'il y a des enquêtes sur eux, des enquêtes disciplinaires, et ils sont jugés par eux-mêmes. Alors, on sait qu'être jugé par ses pairs, il y a toujours deux écueils. Soit les pairs sont trop sévères, soit ils sont trop complaisants. Eh bien, en ce qui concerne les magistrats, ils ont évité la sévérité. On a des exemples, j'invite d'ailleurs ceux qui nous regardent à aller consulter le site du Conseil supérieur de la magistrature et de regarder les sanctions prononcées sur les juges. Par exemple, trafic d'influence, défaut d'impartialité. Ce qui pour un juge est quand même quelque chose d'assez grave. Et au-delà de la personne, c'est grave pour tous les justiciables. Oui. Parce que pour une affaire qui est prouvée, on est légitime à penser qu'il y en a eu d'autres pour lesquelles on n'a pas vu. Eh bien, quelle est la sanction pour cette grave violation de la justice ? Un déplacement de juridiction. Oui. Voilà, même chose pour d'autres magistrats convaincus de harcèlement sexuel ou de management toxique. Là aussi, que fait-on ? On les déplace. Dans n'importe quelle organisation sociale, et même dans l'administration, d'autres fonctionnaires, parce que les juges restent des fonctionnaires, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise, mais ce sont des fonctionnaires. Ils préfèrent qu'on dise magistrats. Dans n'importe quelle administration, un fonctionnaire qui se rend coupable de telles actions est très lourdement sanctionné, allant jusqu'à la révocation. Chez les juges,
c'est beaucoup plus rare. Voilà un exemple de cette manière de s'auto-juger, de cette suffisance d'une certaine partie de la justice, oui. Vous mettez en valeur ce petit tableau du nombre de saisines du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables. Entre 2011 et 2024, nombre de saisines, plus de 4700, et des audiences disciplinaires, il n'y en a eu que 9. Et une condamnation. Et là, il s'agit des cas où ce sont des justiciables qui ont saisi le Conseil supérieur de la magistrature en disant, là, dans cette affaire, il me semble quand même qu'il y a un problème. Eh bien, sur ces plusieurs milliers de saisines, à peine une centaine est remontée au Conseil supérieur de la magistrature, et une a donné lieu à sanction. Et alors vous mentionnez... Oui, excusez-moi. Le juge a été averti. Oui. Quand même. Et vous parlez aussi évidemment de la franc-maçonnerie. Et là, vous exigez, vous demandez qu'il y ait quand même un minimum de transparence. Pourquoi la franc-maçonnerie caractériserait un parti pris ? Alors, la franc-maçonnerie dans la justice, évidemment, souffre ou gagne de son opacité. Par définition, lorsqu'il y a un procès, il y a un ils vont heureux... vous dire, nous on est très ouverts, venez nous voir, vous pouvez assister. Tout à fait. Il y a un heureux et un malheureux. Et celui qui perd, par définition, va accuser l'autre, le juge, la terre entière. Simplement, ici, c'est la culture du secret qui pose problème. Or, il est des pays, la Roumanie notamment, ce qui n'empêche pas toujours la partialité, voire le Royaume-Uni, où les juges, notamment, sont tenus de faire part de leur appartenance. La Roumanie est très intéressante parce que, au-delà de l'appartenance à la franc-maçonnerie, c'est toutes les appartenances à des associations politiques, sociales, culturelles que les juges doivent mentionner. Cela fait partie de leur déclaration d'intérêt. La déclaration d'intérêt est rendue publique et librement accessible pour tous les justiciables. Ce qui permet, le cas échéant, dans une affaire, si l'on sait que le juge a cette orientation, eh bien, on peut demander sa récusation en disant non, je demande à ce que ce juge ne statue pas dans cette affaire. Et ça, en France, on en est loin. En France, on en est très loin. Et les magistrats sont tous de grands démocrates, on n'en doute pas, mais récuser un juge, ça finit toujours par une accusation de complotisme, de démagogie, de populisme. Pourquoi pas de complotisme d'ailleurs ? Voilà, c'est de grands démocrates, mais qui récusent l'élection. Voilà, qui n'aiment pas qu'on discute leur pouvoir. Voilà, ils sont démocrates jusqu'à ce qu'on discute leur pouvoir. Alors évidemment, il est question aussi des instances judiciaires à l'échelon européen. On sait que la norme européenne domine la norme nationale. Et vous dites que les juges européens sont réellement formatés pour juger toujours contre la nation. D'abord, on ne mord pas la main qui nous nourrit. La raison d'être d'une structure supranationale, c'est de développer une approche supranationale. Et d'un strict point de vue technique, cela se comprend. Il y a des règles européennes qui ont vocation à s'appliquer partout en Europe. Et les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de sa mise en œuvre, doivent être tranchés. Il est logique, il est normal, il est naturel qu'il soit tranché de la même façon. Sinon, il n'y aurait pas un droit européen, mais 27 applications nationales du droit européen. Donc, d'un strict point de vue technique, il est logique et naturel d'exprimer la prééminence de ces règles et de l'interprétation de ces règles par le juge européen. Simplement, d'un point de vue politique, la chose est complètement différente. Parce que d'un point de vue politique, c'est considéré qu'il n'appartient plus à un peuple, à une nation, de déterminer ses propres règles. Et ça, c'est politiquement inacceptable, évidemment. Alors, vous dites qu'il est aujourd'hui quand même possible de contrer les juges. Alors, quels sont les outils à disposition du citoyen ? À disposition du citoyen, lui tout seul, en France aujourd'hui, il n'y en a pratiquement aucun. Simplement, si l'on regarde au-dessus du citoyen, donc dans la classe politique, vers le Parlement, et si on regarde au-delà de la France dans les autres pays, et si l'on prend en compte les différentes expériences historiques que nous connaissons, oui, des moyens existent qui permettent de limiter la situation actuelle, voire de la corriger, pour que remettre le juge à sa place, à savoir qu'il est une place subordonnée à l'intérêt collectif, à l'intérêt social et à la vie de la nation. Alors, des pistes, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la possibilité de destituer des juges. Le président du Salvador, Nayib Bukele, l'a évoqué, il dit « Vous ne pourrez pas réformer le pays », a-t-il encore déclaré à l'automne dernier, « vous ne pourrez pas réformer le pays si vous ne destituez pas les juges corrompus ». Or, la corruption, c'est pas seulement la corruption économique, financière. La corruption, c'est aussi substituer son interprétation de la loi à l'interprétation qui en a été donnée
par les élus de la nation. Et il y aura, dans les 18 mois qui viennent, d'importantes échéances électorales. Au-delà des Français, il est important qu'ils fassent remonter ça vers leurs dirigeants. Les dirigeants français doivent avoir conscience que la réforme du pays passera nécessairement par un bras de fer avec cette République des juges, pour les ramener à leur place, qui est une place importante, qui est une place fondamentale dans l'ordre social, mais qui reste une place subordonnée. Et cette place du juge, l'héritage de 1789, dites-vous, pourrait servir à remettre à leur place justement ces magistrats? Oui. Alors, c'est contre-intuitif parfois. On oublie que la Révolution de 89 n'a pas été directement menée contre le roi. Ça, c'est le verbiage républicain qui nous l'apprend, mais la Révolution souhaitait d'abord un profond changement de société, de rénovation des structures et de son fonctionnement. D'ailleurs, la Révolution a lieu en 89, la monarchie en tant que telle durera encore 3 ans. En revanche, dès les premiers jours de la Révolution, dès l'été 89, le système judiciaire d'Ancien Régime est mis à bas. Dans l'abolition des privilèges, on dit bien qu'il n'y aura ni corporation, ni jurande, ni tribunaux, ni cours. Tout cela est mis à bas. Et on reconstruit un ordre juridictionnel, alors qui ne donnera pas totalement satisfaction parce que la Révolution va très vite tomber dans la guerre intérieure, contre les dissidents de l'intérieur, les fédéralistes, les Vendéens, les Lyonnais, et puis la guerre extérieure. Et donc, pour retomber très vite dans les mains de l'empereur, du premier consul d'abord, et de l'empereur ensuite, qui verront tout l'intérêt qu'il y a à avoir un juge à la main du pouvoir. Mais dans ce cours intermédiaire, de 91-95, l'organisation de la justice, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on met fin au juge permanent. Le juge est élu, il est élu par les citoyens, ce n'est pas un professionnel. Et donc, comme le juge est élu, il est amené à rendre des comptes. Et on dit bien, en suivant les intuitions de Montesquieu, parce qu'on ne va pas lire ce que dit vraiment Montesquieu sur les juges, eh bien on explique que désormais il faut de la conciliation et non pas du recours au juge. Et l'action du juge, d'ailleurs, l'action en justice est gratuite avec la Révolution. La conciliation, c'est la médiation? Oui, on va devant le juge de paix qui va trancher le litige et non pas devant un juge au sens d'une juridiction. D'ailleurs, on se rapproche du modèle romain. À Rome, il n'y a pas de juge au sens d'une magistrature élective professionnelle. Lorsque des citoyens ont un litige, ils vont devant le prêteur constate l'existence du litige, le qualifie juridiquement, c'est de l'escroquerie, c'est du vol, et à ce moment-là, les justiciables choisissent ensemble leur juge, c'est-à-dire une personne, qui va être le julex, une personne sur laquelle elles se mettent d'accord pour que ce soit lui qui tranche le litige. Vous et moi avons un litige, on trouve un tiers de confiance que nous acceptons tous les deux qui va trancher le litige. Cette logique-là, elle est possible et on pourrait développer, faciliter la conciliation pour finalement mettre le juge en concurrence, ce que font beaucoup aujourd'hui les entreprises, qui préfèrent transiger, qui préfèrent concilier entre elles plutôt que d'aller devant un juge. Ça, ce sont des voies qui peuvent être demain très facilement ouvertes aux justiciables. Face à cette idée d'élection du juge, certains magistrats vous diront que vous êtes un horrible populiste, mais alors pourquoi les tribunaux de commerce sont justement, les juges sont élus comme les conseillers prud'homaux? Voilà, alors ils sont élus depuis quelques années un peu plus indirectement, c'est une élection à 2 crans, mais effectivement ils sont élus. Et d'ailleurs, si l'on mettait fin à ces juges des tribunaux de commerce et ces juges prud'homaux, il y aurait une embolie immédiate de la justice. On n'a pas assez de juges pour trancher tout cela. Et parler de l'élection des juges, alors il y a différents pays où il y a des élections en matière de justice, on pense au Japon en partie, au Mexique, on pense à la Suisse, et évidemment l'exemple très intéressant ce sont les États-Unis, puisque dans pratiquement les 3/4 des États, il y a des procédures d'élection des juges à différents titres. Et dans ces États, dans une trentaine de ces États, on peut destituer les juges. C'est-à-dire qu'on peut, par référendum, par pétition, demander l'organisation d'une élection sur le maintien en place du juge. Alors, point commun entre les juges américains et les juges français, figurez-vous que tous les juges américains, quasiment, sont hostiles à l'élection des juges, y compris, et peut-être même surtout, ceux qui sont élus. Simplement, quand on analyse les banques de données sur les élections américaines, on a toutes ces données, on s'aperçoit que sur les 10 dernières années, il y a en définitive 2 juges qui ont été destitués.
Il y a eu plusieurs centaines de procédures lancées. La plupart d'entre elles n'ont pas pu être menées à terme parce qu'il faut beaucoup de signatures dans un délai très bref. Ce sont les procédures dites de recall, de rappel. Mais sur celles qui ont été organisées, eh bien, on en a une dizaine organisées qui ont touché les juges. 4 ont préféré démissionner, considérant que leur affaire était mal engagée. 4 autres ont été réélus par le peuple et enfin 2 ont été destitués. Donc ça reste assez rare. Mais on a aussi des élections de maintien en place où le juge étant choisi, j'ai envie de dire, ordinairement par le ministère de la Justice, eh bien, au bout de 2 à 3 ans d'exercice, va se présenter devant les électeurs qui vont dire si oui ou non on le garde. Et là, on a vu aux États-Unis des juges, y compris des juges constitutionnels, des cours suprêmes de chaque État, eh bien, destitués parce que le peuple n'acceptait pas les décisions qu'ils avaient prises. Et cette élection n'est certes pas la panacée, mais en tout cas, ça rappelle aux juges qu'il n'est pas souverain. Qu'il doit être responsable devant le peuple. Voilà. Et vous terminez votre ouvrage par cette citation de l'ancien président Mitterrand, excusez-moi. Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Cette République a-t-elle réellement déjà existé en droit ? C'est une autre question. En tout cas, votre ouvrage, son titre, La République des juges contre la nation et comment en sortir, aux éditions du Verbe Haut. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.